Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire que j'aurai le plaisir d'introduire. Donc nous allons, aujourd'hui parler d'un sujet à la fois passionnant et stratégique, l'IA agentique. Donc au cours de cette session, nous allons vous présenter les clés du succès pour tirer pleinement parti de cette approche dans vos projets d'IA. Donc pour information, ce webinaire est enregistré, donc il sera disponible en replay dès demain pour toutes celles et ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre en direct ou qui souhaiteraient le revoir. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donc j'ai le plaisir de vous présenter nos 2 intervenants du jour. Donc Daoud, notre, manager data science et IA en France, qui nous accompagne depuis maintenant plus de 8 ans. Bonjour Daoud. Bonjour Germain, bonjour tout le monde. Et Aya, technical engineer chez IBM. Alors, nous vous avions laissé la possibilité de choisir le cas d'usage à aborder dans ce webinaire. Cependant, nous ne pouvions pas passer à côté de l'opportunité de recevoir quelqu'un chez IBM avec en prime la possibilité de vous présenter en avant-première et 15 jours avant sa sortie, la nouvelle version de leur plateforme d'Agentic, Watsonix Orchestrate. Et donc, bonjour Aya. Ensuite, quelques mots sur la plateforme que nous utilisons pour ce webinaire. En bas à droite de votre écran, vous trouverez 3 onglets interactifs. Donc l'onglet sondage, sur lequel nous vous poserons quelques questions pendant la session, et donc n'hésitez pas à y répondre. L'onglet questions, sur lequel vous pouvez poser toutes vos questions, et pour des raisons de fluidité et de facilité, nous y répondrons à la fin du webinaire. Et enfin, l'onglet chat, donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou ou à partager vos réactions en direct. Premier sondage, où en êtes-vous dans votre exploration de l'IA agentique? Voici maintenant un rapide aperçu de l'agenda de la session. Donc Daoud vous introduira le concept d'IA agentique. Aya prendra ensuite le relais pour vous présenter une démo de la nouvelle plateforme Watsonix Orchestrate. Nous approfondirons ensuite la notion d'agent IA et d'agentique avec de nouveau l'intervention de Daoud, et nous vous partagerons les points clés à retenir de ce webinaire. Enfin, nous terminerons par un temps de questions-réponses pour échanger avec vous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent webinaire, et je laisse maintenant la parole à Daoud qui va vous introduire l'IA agentique. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Germain, ravi de vous compter aussi nombreux parmi nous. Avant de vous diffuser la démo que nous présentera Aya sur la nouvelle version d'Orchestrate, nouvelle, pour ne pas dire inédite, puisqu'elle n'est pas encore live, un petit mot sur ce qu'est l'IA agentique. Alors, dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la tech en général, mais c'est plus particulièrement vrai chez nous, il y a beaucoup de buzzwords, de mots à la mode qui vont, qui viennent. Mais là, sur la partie agentique, je pense qu'on n'a pas affaire à un buzzword, ou alors pas un buzzword comme les autres. C'est quelque chose qui est parti pour durer. Qu'est-ce que c'est l'IA agentique? Alors, pour vous donner une définition, il va falloir rembobiner un peu et remonter très, très loin dans le passé, donc il y a 5-10 ans. Autant dire il y a très, très longtemps à l'échelle de nos métiers. À l'époque où on faisait de l'IA traditionnelle, du machine learning, de la data science, ça peut prendre plusieurs exceptions, de l'apprentissage statistique. C'est un domaine dont le but, dont l'enjeu, c'est de transformer des données en modèles capables de prédire comment est-ce que ces données sont distribuées, comment est-ce que ces données se comportent. Et de là, on a tiré pendant ces 10 dernières années, grâce au big data et au machine learning, beaucoup d'applications, de la détection de fraude, de la recommandation ciblée ou personnalisée de publicité, et beaucoup d'autres cas d'usage comme ça, de la prédiction de volume, etc. En 2022, après beaucoup de moyens, de temps, d'argent mis, on réussit à rendre public un premier modèle d'IA générative, un large language model. Autrement dit, un modèle qui ne va pas prédire la fraude, qui ne va pas prédire si vous allez cliquer sur une pub, un modèle qui va se contenter de prédire comment est-ce que le langage, la langue naturelle, le langage naturel est distribué. En particulier, quel est le mot ou le token, donc la suite de lettres, qui complète le plus probablement une phrase. Alors ça peut paraître rien, mais à partir de ça, en 2022, après quelques hacks, on a pu sortir ChatGPT, que vous connaissez toutes et tous, et le reste ensuite des chatbots basés sur ce principe-là. Donc, c'est des outils qui, à partir de texte, produisent du texte. Ça peut être fait de façon extrêmement convaincante, ça peut être fait de façon très subtile, très efficace, mais on reste dans le domaine de quelque chose qui prend du texte pour faire du texte. Et c'est resté comme ça pendant peut-être 2 ans, je dirais, jusqu'à ce qu'il y a 1 an, on commence à parler un peu plus d'IA agentique. Alors qu'est-ce que c'est un agent? Un agent, c'est un chatbot, autrement dit, un système d'information avec de l'IA qui va intégrer un LLM en son sein, qui est pas là pour faire
du texte et produire du texte, autrement pour discuter avec vous, mais qui est plutôt là pour, à partir du texte que vous mettez en entrée et des instructions bien choisies, dire quelles actions il faudrait effectuer. Sans le savoir, vous avez peut-être déjà toutes et tous utilisé de l'agentique. Si vous passez sur la plupart des chatbots modernes, à jour, quand vous posez une question, le chatbot a la possibilité de choisir d'aller faire une requête sur Internet. Autrement dit, et j'affinerai la définition après, un chatbot, c'est un système qui, à partir de texte, peut faire plus que du texte, mais potentiellement prendre des actions. Si jamais je devais poser une définition un peu plus formelle de ce qu'est un agent, je dirais que ça se compose de 3 choses. D'abord, ce système-là d'agent, il peut comprendre et planifier. Autrement dit, on lui donne des objectifs, des instructions, si on veut employer un terme un peu plus technique, des instructions qui lui présentent aussi les actions qu'il a le droit de prendre, les tâches qu'il a le droit de faire et comment est-ce qu'il doit s'exprimer pour que ces actions soient prises. Premièrement. Deuxièmement, un agent, il va souvent être doté d'un mécanisme dit de COT, Chain of Thought. C'est un mot assez compliqué pour dire qu'en fait, on ne demande pas tant à l'agent de donner une réponse de façon immédiate que surtout d'écrire, d'expliciter, ça vous est pas forcément visible en tant qu'utilisateur, mais c'est quand même demandé, toutes les étapes qui sont nécessaires pour la production du résultat final. Quand vous posez une question à votre chatbot préféré, ce que vous voyez en fait, c'est que la fin d'une longue chaîne de raisonnement qu'on vous épargne, parce qu'elle n'est pas intéressante puisqu'elle ne contient pas le résultat que vous voulez, que le chatbot a effectué au préalable. On s'est rendu compte que demander au chatbot de faire, pour ainsi dire, un brouillon avant de vous répondre, ça donnait de meilleurs résultats. Et enfin, et c'est ça qui fait toute la spécificité d'un IA agentique, c'est que pour produire sa réponse, on va lui donner une tâche, bien sûr, hein, mais aussi accès à quelque chose qui pourrait ressembler à de la documentation technique, de sorte à ce que sa réponse, ce soit des instructions, du code, des appels à une API ou un SDK, pour ceux qui sont plus versés dans le domaine technique, ça vous parlera. Autrement dit, des moyens d'interagir avec nos outils ou quoi que ce soit qui soit dans un SI, de façon documentée. Par exemple, on peut très bien imaginer un agent auquel on demanderait ah bah tiens, je m'apprête à faire un rendez-vous client avec tel compte, je souhaiterais me préparer. Et l'agent, de façon autonome, parce qu'il a la connaissance sur comment je dois utiliser le CRM, comment je dois utiliser le SIRH, comment je dois utiliser ma base de données ou mon Jira qui contient ma documentation, va en toute autonomie choisir d'utiliser un premier outil pour aller consulter le CRM, un deuxième outil pour aller, pourquoi pas, regarder notre documentation pour voir ce qui pourrait être intéressant à proposer à mon client pour son rendez-vous, un autre outil pour mettre dans le CRM des données à jour, etc. Et ça de façon autonome. Avec cette slide-là, on a une définition complète et minimale de ce qu'est censé faire un agent. Gartner, c'est un magazine qui publie assez fréquemment des résultats issus d'études de marché, entre autres choses, sur la technologie et l'innovation. Et en février 2025, Gartner publie que, d'après leurs estimations, d'ici 2026, 70% des entreprises auront exploré l'IA basée sur des agents, autrement dit, auront soit essayé de le faire, soit l'auront fait, soit en tout cas auront essayé d'apprécier l'adéquation entre cette technologie d'agent et eux, leur process métier. C'est un chiffre intéressant à deux titres. Déjà parce qu'il est publié par Gartner, qui est une source qui est quand même assez réputée, premièrement, et deuxièmement, 70%, c'est beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de technologies aujourd'hui qui vont être étudiées pour leur adoption par 70% des entreprises. Si on remonte longtemps dans le passé, ça peut faire penser à Internet, aux réseaux sociaux, aux logiciels de traitement de texte ou à votre logiciel de boîte mail. Donc on est sur une technologie qui semble un peu s'affranchir des spécificités des secteurs d'activité, des spécificités de taille. On a vraiment plutôt l'impression d'avoir affaire à une technologie qui est partie pour s'installer de façon durable et large dans l'écosystème technique des entreprises. Ça, c'est un point à garder à l'esprit parce que de l'autre côté, ce qu'on observe, c'est que dans les entreprises, qu'elles soient petites ou plus grandes, et quel que soit le secteur d'activité, on a beaucoup d'outils. On a le CRM, le SIRH, le RP. On a une base de données par-ci, on a un data warehouse par-là, un data lake par-ici. On a des PDF qui vont traîner dans un SharePoint par-là. Donc, on a des systèmes très fragmentés. Au milieu de ces systèmes, on va avoir des humains, donc autrement dit vous et nous, qui vont devoir interagir pour effectuer un certain nombre d'actions sur ces systèmes-là. La conséquence de tout ça, c'est que l'impact peut être assez lent, ça peut être assez difficile de se ménager du temps pour faire évoluer ces systèmes-là, et quand bien même on y arriverait, les besoins ont peut-être déjà changé d'ici que nous, on se soit mis à la page. Alors,
D'un autre côté, il y a cette situation sur les entreprises. De l'autre, il y a le fait que depuis 2022, les IA génératives, les large language models, ont beaucoup évolué. On estime qu'ils sont 10 à 100 fois moins chers, à qualité égale. On estime qu'ils sont aussi beaucoup plus rapides. On estime qu'ils sont de l'ordre de 10 fois plus intelligents. Alors là, c'est très discutable. Qu'est-ce que ça veut dire 10 fois plus intelligents? Ça veut dire que sur un ensemble de tests qui vont mesurer beaucoup de compétences de nos IA génératives, de nos LLM, en bonne moyenne, on estime s'améliorer de l'ordre d'un facteur 10. Ça veut dire que avec nos agents, on a aujourd'hui la possibilité d'avoir une technologie qui est construite sur votre stack. L'agent, s'il a accès à la documentation de votre ERP, de votre CRM, de votre SIRH, de tel site web ou de tel outil, il se débrouille aussi bien que vous pour s'en servir. On a des technologies qui, pour un certain nombre de raisons, ça tient aussi au fait que c'est très utilisé sur des plateformes. Aujourd'hui, IBM Watsonix nous fait le plaisir d'être là, mais les plateformes sont quelque chose qui sont de nature à grandement accélérer les développements. Donc, on a une technologie qui se construit sur vos outils, donc qui ne va pas vous demander de bouleverser votre façon de travailler, qui, par nature, sont des technologies qui peuvent s'implémenter relativement vite, d'autant plus vite qu'on utilise une plateforme comme aujourd'hui Watsonix. Et on est sur quelque chose qui va au-delà de l'automatisation. Donc, l'automatisation, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est très très vieux, l'automatisation. Ça a, si jamais on a une définition assez large, des milliers d'années, hein, le fait de faire des choses avec des automates pour l'humain. Par contre, là, on a de l'autonomie, hein, donc ça veut aussi dire qu'on a un système qui a un certain degré quand même de réactivité et d'adaptabilité. Autrement dit, avec ces systèmes d'agents qui peuvent transformer une instruction à nous en action concrète à prendre parce qu'ils ont la connaissance de votre SI et de sa documentation, on a un système qui peut optimiser ou en tout cas réduire les coûts. On a un système qui va tirer parti de tous mes outils existants, donc qui va utiliser mon SIRH à fond pour aller croiser les données de mon SIRH avec ce que j'ai stocké dans un data warehouse, croisé avec du SharePoint, si toutefois c'est une tâche qui existe. Et en contrepartie, on va rationaliser ces opérations. Ce dernier point-là, il est assez important. Quand une technologie sort, il ne faut pas croire que la technologie va sortir, qu'elle sera super bien adaptée à nous et qu'on va s'en servir. Le plus souvent, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il va falloir chacun faire un pas l'un vers l'autre. Aujourd'hui, on a une technologie comme l'IA agentique qui, comme vous l'avez vu et comme vous le verrez ensuite à l'occasion de la démo, permet de faire des choses assez stupéfiantes. De l'autre, si on veut en tirer le plein potentiel, ça suppose que nous, utilisateurs, on soit aussi dans une démarche de rationaliser nos opérations. Autrement dit, si jamais demain vous souhaitez, à titre d'exemple, utiliser l'IA agentique pour préparer vos rendez-vous de prospection avec vos clients, bon, je dis un peu n'importe quoi, il ne suffit pas de dire à l'IA prépare-moi mon rendez-vous avec tel client. Non. Derrière, il faut aussi être capable de verbaliser, au moins pour écrire les instructions de mon agent ou de mes agents. Vous verrez que on va plutôt avoir tendance à en utiliser plusieurs. Il faut que je sois capable de les verbaliser et vraiment d'être capable de formaliser ce process-là comme une succession d'étapes qui s'enchaînent les unes avec les autres. Je récapitule. On est passé d'un moment où on avait un LLM tout seul, un large language model, donc un modèle de langue, un chatbot tout seul, auquel je fournissais un prompt et qui me donnait une réponse, fût-ce de manière automatique, à quelque chose d'un peu plus subtil, où je pouvais solliciter mon large language model plusieurs fois avec des prompts à chaque fois différents. On peut ici imaginer le cas d'usage dont je vous parle, préparer un rendez-vous client où je vais faire une première requête à mon chatbot pour aller synthétiser de l'information sur mon client, une seconde requête à mon chatbot pour aller confronter cette information-là à mes offres, je dis n'importe quoi, une troisième requête pour préparer la trame du rendez-vous, un système totalement autonome où j'exprime simplement ce que je veux à mon agent, donc tout à fait autonome, c'est donc tout en bas de la colonne, là où est-ce qu'il y a écrit agent, et l'agent, en toute autonomie, sur la base des outils et de la donnée à disposition, quand je dis la donnée à disposition, bon, vous comprendrez, les outils permettent d'accéder à la donnée, décide quelles actions il faut faire les unes à la suite des autres pour atteindre l'objectif qui lui a été fixé. J'attire ici votre attention sur la petite flèche qui a en bas du petit disque jaune. Ça, c'est le COT. Donc, ça dénote la capacité qu'on accorde souvent à l'agent de pouvoir avoir un certain degré de réflexivité, autrement dit, de pouvoir lire la sortie qu'il a lui-même déjà produite pour l'améliorer, décider de ce qu'il va faire, planifier, etc. Alors là, si jamais vous avez été attentif, très attentif, vous aurez remarqué que j'ai parlé de plusieurs agents potentiellement. Et j'ai aussi dit qu'un agent pouvait avoir plusieurs outils auxquels il était connecté, le CRM, le RP, etc.
Alors on peut se poser la question, pourquoi parler de plusieurs agents quand après tout on pourra en avoir un qui fait tout? C'est une très bonne question, mais là-dessus, il y a quelque chose qu'on a découvert, peut-être un peu à nos dépens, c'est qu'il y avait un compromis à faire entre avoir un agent avec beaucoup d'autonomie et beaucoup d'outils et plusieurs agents qui réaliseraient la même tâche. Ce compromis étant, qu'il faut faire un arbitrage entre, d'une part, l'autonomie qu'on accorde à l'agent, d'autre part, la robustesse, la fiabilité et la maintenabilité du système. Il n'y a pas de, position, qui est particulièrement meilleure l'une que l'autre, mais il y a un arbitrage, un soft spot à trouver entre les 2 options. Est-ce que j'ai un agent qui fait tout ou est-ce que j'ai plein de petits agents qui font chacun une partie, distincte, du travail? Chez CBTW, on est plutôt, partisan de l'option où on aurait plusieurs petits agents qui feraient, la tâche ensemble parce que voilà, c'est ce qui donne, les meilleures garanties de maintenabilité, de flexibilité, de réutilisabilité, sachant qu'un agent peut être réutilisé, pour, plusieurs, opérations. Autrement dit, à la fin, qu'est-ce qu'on obtient quand on est en train d'automatiser une ou plusieurs opérations avec de l'agentique? Eh ben, on a un certain nombre d'agents qui vont se passer de l'information pour réaliser une tâche. Ces agents-là, ils ont accès à ce qu'on appelle des outils. Un ensemble d'outils, bah, ça forme ce qu'on appelle une toolbox, une boîte à outils, et on peut, à partir de ça, créer, automatiser certaines opérations. Et bien sûr, un agent peut intervenir dans plusieurs opérations différentes. Là, vous en avez un schéma, relativement simplifié, quoique assez complet, puisque ce qu'il va me présenter, c'est une tâche que je donne en entrée à un ou plusieurs agents qui se coordonnent ensuite pour, réaliser cette tâche, chacun faisant une sous-tâche bien particulière. Alors, le schéma de ce graphe, l'enchaînement, l'articulation des agents, ça, le plus souvent, il est, fixé à l'avance par, la personne qui va créer ça, le développeur ou, l'ingénieur IA. Par contre, ce qui, change à chaque fois et ce qui fait toute l'autonomie de ces, mécanismes-là, c'est qu'à un temps T, l'agent, lui, il a toute latitude pour choisir de répondre à la tâche qui lui est confiée ou à la sous-tâche qui lui est confiée en utilisant tel outil plutôt que tel autre. Il y a aussi mention ici guardrails de sécurité, c'est quelque chose qu'on voit arriver de plus en plus souvent et d'ailleurs je me demande pourquoi c'est pas arrivé plus tôt, mais en fait c'est des systèmes qui permettent, à base d'IA, des systèmes qui permettent de s'assurer que tout ce qui est produit par un ou plusieurs agents est conforme à un certain nombre de guidelines de l'entreprise. Enfin, on a la sortie. Donc la sortie, ça peut être soit vous, si jamais votre système d'agentique il est utilisé au travers d'un chatbot, soit une source de données. Il est loisible d'imaginer que l'IA agentique sera utilisée comme beaucoup de composants SI, en fait, données vers données. Aujourd'hui, la plupart du code sur Terre qui va s'exécuter, il se fait sans que vous ayez à le regarder ou sans qu'on attende quelques inputs ou actions de votre part. Il n'y a pas de raison que l'IA agentique échappe à cette règle. On peut imaginer tout un tas de cas d'usage où l'IA agentique et déclencher en batch ou avec des systèmes plus ou moins automatisés ou avec des cron et réalise des tâches et puis prendre la donnée à gauche et écrit de la donnée à droite sans qu'il y ait d'intervention de votre part. Il y a un second sondage qui se lance. Je vous laisse le temps d'en prendre connaissance et d'y répondre pendant que je déroule la suite des slides. Bien, vous allez maintenant, avoir le droit à une démo qui vous sera présentée par IA. Je rappelle que c'est sur la version, pas encore, publique de Watson Mmh. X, Orchestrate. Ce que vous allez voir, c'est une application concrète, de ce que j'ai présenté de façon plus théorique juste avant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Aya, je te laisse, la parole. Merci Daoud pour l'explication. Tu m'as bien préparé le terrain pour, faire défiler la vidéo. Elle aura plus de sens, je pense, pour les gens qui ont suivi. Donc ici, sur cette démo, je vais vous présenter comment on va mettre en place un agent. Déjà, on va le créer de A à Z, from scratch, sans utilisation de code. C'est vraiment une interface, no code. Et puis, on va voir comment il va interagir avec ces fameux outils que Daoud il a mentionnés et comment aussi il va interagir avec d'autres agents qui vont lui ramener des informations d'un peu partout. Donc ici, on va commencer par des questions assez simples. Donc, on va imaginer que cet agent, il est fait pour une entreprise qui s'appelle Cyclo Company, donc une entreprise qui vend des vélos. Et puis, on va imaginer un stagiaire qui vient d'arriver, un employé qui vient d'arriver, qui veut poser des questions sur l'entreprise. Donc, si la première question, ça va être du RAG classique. Donc, le RAG, c'est le Retrieval Augmented Generation. Donc, on récupère des informations d'une base de données interne qu'on a donnée à cet agent pour l'utiliser, notamment pour ce genre de questions. Donc, ici, on va voir qui a répondu à la question en nous mettant la source avec le paragraphe ou le passage qui a pu aider à cette réponse. Et puis, on va voir que le document, il est ici, qu'on lui a donné. On peut imaginer toutes sortes de documents qu'on peut rajouter, encore une fois, avec du drag and drop.
Et aussi, on peut avoir accès à une base de données externe si on a envie. Ici, ce que vous allez voir, c'est très intéressant, moi je trouve en tout cas, c'est des indicateurs de confiance qu'on peut régler dans l'outil pour avoir une réponse plus ou moins pas personnalisée, mais qui répond à nos attentes. Donc, par exemple, on va voir le taux de confiance qu'on peut fixer. Donc, si on le met très bas, il peut nous sortir, il va être plus large dans sa recherche. Et si on le met très très haut, il risque de pas du tout nous répondre parce qu'il n'a pas cet indice de confiance au maximum. On peut aussi régler la taille des réponses, donc que ce soit plus ou moins long, et aussi le nombre de passages qui va nous sortir. Donc, si j'ai envie d'avoir vraiment toutes les sources qu'il a trouvées, que ça soit 10 ou 11 ou plus, je peux le fixer. Mais si je veux, par exemple, juste un seul paragraphe, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai envie d'avoir la réponse directement, je peux le fixer aussi. Une chose très intéressante, vous allez me dire, bah, c'est bien, là, on drag and drop des documents, mais si on a une base documentaire externe et on a envie de la connecter, c'est tout à fait possible. On peut imaginer, donc là, aujourd'hui, on parle beaucoup de bases données vectorielles, donc les données sous forme de vecteurs, parce que ça nous permet de faire de la recherche plus poussée. Donc ici, on peut le connecter à une base typiquement du Milvus ou du Elasticsearch, donc c'est deux bases très connues et open source, ou d'autres si jamais on a d'autres envies, on a d'autres choix. Donc là, on va aller plus loin parce que jusqu'ici, il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'extraordinaire, mais donc j'ai posé une question sur les nouveautés dans le domaine du manufacturing parce que j'ai envie de faire une étude de marché et j'ai besoin d'aide. J'ai pas le temps d'aller faire toutes les recherches sur internet, voir du Gartner ou autre. Donc je lui pose cette question et donc là, on voit qu'il raisonne et qu'il a plusieurs étapes avant de me répondre à ma question. Là, j'ai ma réponse, mais ce qui s'est passé derrière, c'est que mon agent, il a fait appel à des outils. Donc, typiquement ici, l'outil que je lui donnais, c'est le Get Top News qu'il a utilisé. On peut imaginer d'autres outils en place. Donc là, il a utilisé cet outil pour aller récupérer de l'information d'un site internet externe. Et puis, il me répond, encore une fois, il me donne la source, la date de publication de l'article, etc. C'est très simple, c'est un call API qu'on fait. Tous les outils se résument au final à un call API. Donc ici, dans la plateforme, on va avoir deux options. La première option, soit on va définir cet outil nous-mêmes, donc à travers des fonctions Python très simples, ou sinon, on va utiliser le catalogue qui existe sur Watsonix Orchestrate. Donc c'est un catalogue qui contient plus de 200 outils déjà pré-programmés et prêts à l'emploi. On va imaginer tout type d'outils, typiquement se connecter à SAP, au CRM, à ServiceNow pour créer des tickets, pour récupérer des informations de tickets. En fait, on a essayé d'imaginer tout ce que pourrait avoir besoin, ce dont pourrait avoir besoin une entreprise quand elle crée son agent. Donc voilà, ça c'est vraiment pour démontrer cet appel aux outils. Ensuite, on va avoir besoin de voir comment il va communiquer avec d'autres agents. Donc ici, vous le voyez, j'ai deux agents ici qui sont ajoutés, chacun avec sa description et sa spécialisation. Et donc là, moi, je veux récupérer des informations sur le Giant Manufacturing. Giant Manufacturing, c'est un concurrent, j'ai envie de faire la veille concurrentielle, donc j'ai envie de savoir un peu plus de ce qu'ils font. Bon, première tentative, il me dit les informations récupérées, je ne trouve pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez me donner, vous pouvez me guider un peu plus ou me donner le numéro d'UNS de l'entreprise? C'est quoi le numéro d'UNS? C'est très simplement le numéro de Dun & Bradstreet. C'est une base externe qui nous permet de faire les études de marché, qui a des informations sur plein d'entreprises. Donc moi, encore une fois, si j'ai un agent, c'est que j'ai envie qu'il soit autonome, qu'il fasse du travail, qu'il récupère l'information là où il est. Donc moi, je lui dis, récupère le numéro, puis réessaie la même requête que je t'ai donnée. J'ai fait ça parce que c'est pour illustrer encore une fois le human in the loop. Donc on veut qu'il y a un humain des fois dans cette logique d'autonomie pour confirmer, pour valider des recherches que pourrait faire l'agent. Ça pourrait être imaginé comme ça avec une validation textuelle ou une validation qui pourrait être préprogrammée avec des accès, avec des droits d'écriture ou de lecture. Ça pourrait vraiment aller encore plus loin. Donc là, il raisonne, il fait sa petite recherche, il va récupérer donc le numéro dans une autre base, puis me sortir les informations.
Par contre, il me dit: «Est-ce que vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous voulez en savoir beaucoup plus sur cette, Giant Manufacturing?» Et moi, bien sûr, j'ai envie, de faire vraiment ma recherche parce que moi, je veux me comparer, je veux voir ce qu'ils font et je veux faire mon étude. Donc là, on va faire appel à un agent qui, lui, fait client research. Donc il va aller taper dans cette base pour sortir des contacts, pour me sortir une liste de clients pour pousser ma recherche et c'est ça dont j'ai envie. Encore une fois, on a une validation, il va pas, des fois, le faire tout seul. On peut enlever cette étape si c'est quelque chose qu'on ne veut pas, on veut qu'il soit full autonome, c'est tout à fait possible aussi, mais généralement, quand on est face à des clients, quand je suis face à des clients, on me demande d'avoir cette validation, cette main dessus pour qu'il soit pas qu'il fasse pas sa vie sans qu'on ait une vue là-dessus. Donc là, on a la dernière requête qui va récupérer les actifs, la date, de création, bon, les fonds financiers et cetera et cetera. Si on regarde dans les détails, je vais juste revenir. En fait, là, on va voir que c'est une requête qui a récupéré le numéro et qui ensuite a récupéré des informations, qui m'a traduit avec un format plus facile à lire. Vous allez me dire, d'accord, on peut ajouter des agents, mais quel type d'agent on peut ajouter? Comment on le fait? Est-ce qu'on a besoin de coder ou de faire des choses très complexes? En fait, on a plusieurs choix pour ajouter des agents. On va avoir le choix d'ajouter des agents qu'on a créés sur la plateforme, bien évidemment, mais aussi d'ajouter des agents externes. Donc, votre agent copilote ou votre agent agent Salesforce ou autre, on peut l'ajouter ici pour qu'ils puissent communiquer entre eux. En fait, la vision de Watsonix Orchestrate était non seulement de permettre aux clients de faire leur agent de manière très simple, mais surtout de faire communiquer tous les agents qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Tout le monde en crée. En fait, on va se retrouver avec la même problématique. Il y a des assistants, des agents partout, mais s'ils ne communiquent pas entre eux, on sera obligé d'aller dans chaque plateforme, poser la question, récupérer l'info et faire le croisement nous-mêmes. Ici, ils vont communiquer très simplement entre eux. Et moi, si j'ai une requête très complexe, ils vont se débrouiller pour croiser toutes les informations de manière assez automatique et me donner la réponse. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que j'ajoute un agent que j'ai créé ici. C'est typiquement un agent qui va m'aider à aller plus loin dans ma recherche et à faire des recherches plus poussées. Donc ici, c'est l'agent météo. Point très sensible et point très important, c'est la définition et c'est les instructions qu'on va donner à l'agent. En fait, de la même manière qu'on a un système prompt qu'on donne aux LLM, donc les Large Language Models, pour un peu contrôler leurs réponses et leur donner un minimum d'instructions, ça va être pareil pour l'agent. Il faut qu'on lui donne des instructions pour qu'il sache quand est-ce qu'il va utiliser tel outil, c'est quoi la base documentaire que je lui ai donnée. Ça peut être un jargon d'entreprise qui n'est pas connu qu'on ne peut pas trouver sur Internet, qui n'est pas connu par ces larges modèles de langage. Et donc, c'est très important de mettre du temps à bien écrire et bien faire ces instructions pour avoir les bons résultats. Parce qu'on peut avoir les bons outils, les bons agents bien préprogrammés, mais si les instructions ne sont pas les bonnes, ne sont pas assez bien décrites, on peut ne pas avoir les bonnes réponses. Donc ici, si on va aller plus loin, je voulais juste vous montrer comment sont composés les autres agents. Par exemple, ici, c'était le Client Research qui se connecte à la base externe Dun & Bradstreet et qui récupère des informations. Ici, pareil, de la même manière, je mets une description et j'ajoute des outils. Donc tous les outils que vous voyez ici, c'est des outils qui existent dans le catalogue parce qu'on a déjà des outils avec Dun & Bradstreet et on récupère les outils directement pour configurer l'agent. C'est encore 10 fois plus simple et ça rejoint un peu ce qu'a expliqué Daoud tout à l'heure. Donc en fait, on est plus dans la logique d'avoir des agents spécialisés que d'avoir un seul agent avec plusieurs outils. On va, en fait, même sur la maintenance de ce développement sur le long terme, on va rapidement se perdre, on va plus savoir ce que fait chaque agent. Donc c'est pour ça on choisit de les segmenter comme ça, parce que toute la capacité ou tout l'intérêt d'avoir un agent, c'est qu'il soit spécialiste dans un domaine. Par exemple, ici, moi, je l'ai utilisé, cet agent récupère des informations clients, je peux l'utiliser dans un autre cas d'usage de la même manière. Et donc, vous allez voir, pareil, une description d'instructions bien détaillée qui va m'aider à donner tous les mots-clés, tout ce qui peut aider l'agent à faire sa recherche. Et puis ici, c'est un agent qui fait de la recherche documentaire assez classique
qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, si c'est encore juste une démonstration de comment il va récupérer l'information d'un autre agent, comment ils vont discuter entre eux. Donc si je lui demande de me récupérer les informations sur le prix des vélos pour enfants, il me répond comme quoi il n'a pas trouvé de prix de vélo pour enfants dans la grille que je lui ai donnée en entrée. Et donc là, je lui dis, bah donc, essaie avec les prix de VTT et on va avoir la réponse. Vous allez me dire, encore une fois, on aurait pu imaginer quelque chose de plus poussé et qu'il soit autonome de me dire, bah, j'ai pas trouvé les prix de vélo enfant, mais là, j'ai des prix de VTT, voilà ce que j'ai trouvé. Ça peut se régler dans ce qu'on a vu, les indicateurs de confiance. Moi, je l'ai mis un peu très haut, donc il va être très, on va dire, très exigeant dans sa réponse et il va éviter le plus possible d'hallucinations et de sortir une réponse qui n'a rien à voir avec ce que je lui demandais. Mais c'est des choses qu'on peut, en fait, ça se discute en fonction du besoin qu'on a quand on crée ce type de choses. Donc là, il m'a sorti la réponse, encore une fois, très important, avoir la source disponible. Et puis, si on veut vérifier, parce que c'est un fichier Excel, on va voir qu'effectivement, il n'y avait pas de vélo enfant, mais on avait les prix VTT avec les bons infos qu'il a trouvées. Donc encore une fois, c'est juste pour montrer, on peut imaginer ça dans des cas d'usage plus complexes, des cas d'usage métier très spécifiques. La démo, c'était vraiment juste pour montrer comment on fait appel à ces outils de manière très simple, comment des agents vont communiquer entre eux pour nous fournir une réponse. C'est vraiment très minimaliste, très simple, juste pour la démo, mais ça peut être effectivement des scénarios plus concrets et plus réalistes quand on travaille avec des clients là-dessus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On va y répondre à la fin de la session, je pense. Et puis, j'espère qu'il a été clair et que ce n'est pas allé très vite. Je te passe la main, Daoud, pour la suite. Merci beaucoup, Aya, pour cette présentation de Watsonix Orchestrate, voilà, avec en plus une petite avant-première. Merci. Cette démo, donc, elle a permis de voir de façon un peu plus, même très tangible, hein, très concrète, ce que les agents permettent de faire. Je pense que s'il y a une chose à retenir de cette présentation-là, si vous ne devez retenir qu'une chose, c'est qu'un agent, on peut vraiment voir ça comme un système qui va traduire du français ou du langage naturel. Je pense qu'à ce stade, vous vous doutez que ça ne marche pas qu'en français, du langage naturel en instruction à donner à ma machine pour qu'elle exécute ou à mon SI pour qu'elle exécute telle tâche, telle action ou telle autre. C'est de la traduction français vers, je le dis de façon volontairement simpliste, mais code. Alors, c'est pas n'importe quel code, c'est ce qu'on appelle des appels API, autrement dit, des instructions que je donne à un logiciel, à un autre, pour accéder à de la donnée ou pour faire une action, mais on s'est compris, c'est du français, enfin du langage naturel vers du code, avec plus ou moins d'autonomie, avec plus ou moins d'instructions, avec plus ou moins de contrôle de l'humain, mais euh, à son cœur, vraiment, c'est ça qu'on a dans ce système-là. Alors, technologiquement, à quoi est-ce que ça ressemble? Derrière, qu'est-ce qu'on a? Là, vous avez vu la plateforme Watsonix. Aya vous montre une vidéo où il n'y a pas ou peu de code. En tout cas, on peut aller vraiment très loin sans rien coder. Simplement, derrière, pour peu qu'on n'ait pas une plateforme, on se retrouve devant un écosystème technologique qui est relativement vaste. Il y a beaucoup de cloud providers. Enfin, en tout cas, sans qu'il y en ait énormément, ils sont suffisamment différents pour que ça puisse déjà être un enjeu en soi. On a Azure, on a Watsonix aussi en quelque sorte, on a Vertex de Google, on a Amazon Bedrock, puis ensuite, une fois qu'on va coder, on a beaucoup de frameworks, Crew, LangGraph, Pydantic. De la même façon, les données qu'on stocke, on ne les stocke pas toujours n'importe où. Il y a des technologies de données plus adaptées que d'autres. Puis ces systèmes-là d'agents, il faut les traquer, les évaluer. MLflow, Ragas, il y a beaucoup de fournisseurs de large language model. On a parlé de ChatGPT, mais d'OpenAI, mais IBM fournit les siens, Mistral aussi. Puis ensuite, si on veut aller au bout de l'exercice, il y a des systèmes d'intégration de données comme Data Factory, Meg, Zapier, etc. Alors, tout ça pour vous dire, moi, je souhaitais même qu'il y ait plus d'icônes de technologie dans la slide pour accentuer encore l'effet un peu impressionnant de la dimension de l'univers technologique dans lequel ces technologies-là s'inscrivent. L'idée ici, c'est de dire qu'il y a un foisonnement technologique qui est assez important. L'intérêt supplémentaire d'utiliser une plateforme, c'est que ça fait peut-être déjà un petit peu moins de questions à se poser. Le fait de passer sur Watsonix, ça fait qu'on ne voit pas, en tout cas on voit un peu moins, toutes ces technologies-là. Nous, CBTW, Tech Company, c'est notre rôle de s'y retrouver dans ces technologies-là, d'avoir une posture qui est à la fois agnostique, donc où on peut utiliser toutes les technologies, y compris si les développements doivent se faire en dehors d'une plateforme, mais en même temps
d'être réaliste, parce que je peux vous garantir qu'il y a beaucoup plus de technologies qui existent que de technologies qu'on peut raisonnablement maîtriser ou mettre en avant. Et la plateforme, ça reste encore une fois avantageux parce que sur cet aspect-là précis du foisonnement technologique, eh ben, ça permet de simplifier un certain nombre de choses. Alors, typiquement, comment est-ce que ça se déroule, l'IA agentique? Comment est-ce qu'on passe de pas d'IA agentique à de l'IA agentique? Il y a 2 moments. Le premier moment, déjà, c'est évaluer son écosystème technique, évaluer fonctionnellement les besoins qu'on a, évaluer de façon opérationnelle ce qu'on cherche à optimiser, la top line, le bottom line, le ROI, le EBITDA, identifier des cas d'usage, qualifier mes cas d'usage, prioriser mes cas d'usage, définir tous ces flux de travail. Ça, c'est une première étape à part entière, qui n'est pas à négliger. La seconde étape, ensuite, ça va être l'implémentation, la mise en place concrète d'un système d'agentique qui va aller accélérer telle opération ou telle autre, que ce soit sur du Watsonix ou sur le cloud existant que vous avez, ou via du code, ou hébergé par CBTW si toutefois vous veniez à passer par nous. Au total, on est sur à peu près, c'est une estimation, mais 3 semaines pour le premier effort d'évaluation, d'audit, d'atelier, et 6 semaines pour l'effort d'implémentation. Donc globalement, on est quand même sur technologiquement quelque chose qui peut apporter de la valeur assez vite, très très vite, hein. Donc là, ça fait 9 semaines si on somme, ça fait à peine plus de 2 mois pour déjà obtenir, et encore c'est une moyenne, donc si vous avez de la chance, ça peut être moins, des résultats tangibles qui vont avoir un impact sur mon organisation. 3 points à retenir. Ce qu'on vous a présenté, l'IA agentique, autrement dit, cette façon d'encapsuler les IA génératives pour leur demander, à partir des tâches qu'on leur donne, d'exécuter une action plutôt qu'une autre. Ou en tout cas, pas d'exécuter une action, parce qu'une IA générative, ça n'a pas de bras, ça n'a pas de jambes, ça fait rien. Ça peut simplement dire quelle action exécuter et c'est récupéré dans un contexte d'exécution. Bref, c'est pas vraiment une nouvelle technologie. Vous voyez que là, on fait rien de plus qu'il y a 3 ans, hein. Il y a 3 ans aussi, bah, virtuellement, on pouvait traduire du français une documentation technique en action à prendre. Simplement là, c'est ficelé, c'est packagé de cette façon-là. Et en fait, c'est un nouveau formalisme, un nouveau standard, un nouveau paradigme lié à agentique, plus qu'une nouvelle technologie. Et là, on quitte la phase d'exploration et de foisonnement technologique pour entrer plutôt dans une phase d'exploitation et de maturité de la technologie. Premier point. Second point, le fait de passer par des plateformes, en particulier euh, sur un paradigme, un formalisme comme l'agentique qui se prête très bien à du no-code, du low-code, parce que je vais avoir des nœuds que je vais connecter, etc. Tout ça, ça se prête extrêmement bien à l'usage sur une plateforme comme Watsonix. Aya vous l'a montré sur la vidéo. Bon, si vous ne voulez pas trop vous confronter à du code, vous devrez vous en sortir et malgré tout arriver à faire beaucoup d'agents, les orchestrer et les connecter entre eux. Troisièmement, les agents, c'est quoi? C'est cet outil-là qui fait le trait d'union entre le domaine humain du langage naturel, j'ai besoin de faire telle tâche, puis telle autre, et ensuite d'envoyer tel message à tel endroit, et puis tiens, je te donne accès à tels outils, notre monde à nous, et le monde technique, technologique, où les machines communiquent entre elles via des API. Pour ceux à qui ça ne parle pas, une API, c'est une interface via laquelle on commande un logiciel ou une plateforme en ligne, mais pas via une interface, plutôt via des signaux que s'envoient les machines entre elles, pour le dire très simplement. Le plein potentiel de l'agentique, il se révèle sur 2 aspects. L'interopérabilité que les agents ont avec nos outils. Je peux vous garantir qu'à moins vous utilisez des outils très datés, ils ont tous une API. Autrement dit, ils sont tous utilisables par un agent, pour peu qu'on se donne la peine de suffisamment bien l'instruire, d'une part. D'autre part, le fait de les orchestrer et de les combiner entre eux pour créer des opérations un peu plus complexes. Voilà les 3 points qu'il faut retenir. Je vous remercie. Je laisse maintenant la parole à Germain pour conclure cette présentation avant de passer aux questions. Alors, avant de passer aux questions-réponses, je souhaite prendre un moment pour vous présenter CBTW et notamment la manière dont nous pouvons vous accompagner sur ces sujets. Donc rapidement, CBTW, c'est une entreprise de conseil technologique française fondée en 2005 et qui est présente dans plus de 35 villes dans 21 pays. Aujourd'hui, nous intervenons chez nos clients à travers 5 lignes de service qui couvrent tout le scope tech. Donc elles sont la stratégie et le produit, le software engineering, le cloud et l'infrastructure, la cybersécurité et enfin la data et l'IA. Donc si on zoome sur cette ligne de service data et IA, elle s'articule autour de 4 grands volets. Le premier, la data et l'IA stratégie, donc sur lequel nous accompagnons nos clients dans leur stratégie data, des assessments de maturité, la définition de roadmap et la gouvernance de la donnée. Un deuxième volet, data et plateforme, donc sur lequel nous réalisons des projets de data engineering, des migrations vers le cloud, des créations de data lake ou data warehouses et la mise en place de data ops, par exemple.
Un troisième volet qui est l'analytics et la BI, donc sur lequel nous menons des projets en business intelligence, en data storytelling et en self-service analytics, par exemple, pour redonner la main aux métiers sur leur analyse. Et le quatrième volet, c'est notre sujet du jour, donc la data science et l'IA, avec des expertises en machine learning, en IA générative et en IA agentique, comme en parlait Daoud aujourd'hui. Donc concrètement, comment nous pouvons vous accompagner sur les sujets comme présentés aujourd'hui? Notre approche repose sur 2 grandes étapes. Donc la première question que vous pouvez vous poser, c'est: est-ce que vous avez besoin d'aide pour identifier le ou les bons cas d'usage? Si c'est le cas, ce qu'on vous propose, c'est une première phase d'évaluation. Donc nous travaillons avec vous pour identifier un ou plusieurs cas d'usage concrets à fort potentiel, avec un ROI mesurable, évidemment. Donc cette phase, elle permet d'introduire une feuille de route technique claire et une maquette des flux de travail, du coup, prête à être validée. Ensuite, deuxième étape, donc si vous avez au moins un cas d'usage clair identifié et un environnement technique prêt, on passe sur une phase d'implémentation, donc où nous déployons la solution dans votre écosystème actuel en intégrant ce flux de travail agentique de manière opérationnelle sur votre infrastructure. Donc, comme écrit, ce flux il est prêt à évoluer, à être dupliqué ou à être étendu également à d'autres cas d'usage. Donc concrètement, vous n'êtes plus très loin de démarrer l'IA agentique. Ce que je vous invite à faire, c'est de nous contacter, prendre directement rendez-vous avec nous à la suite de ce webinaire pour en discuter. Je vous propose maintenant de passer aux questions-réponses. Alors la première question que nous avons, Marie, qui nous demande: pourquoi ne pas faire avec un seul agent? Oui, c'est une très bonne question. On devrait y consacrer un ou voire plusieurs webinaires à part entière, juste pour cette question-là. Voilà, c'est tout l'enjeu justement de ce que je présentais sur, la slide 5 ou 6 ou un peu plus peut-être. Le compromis entre autonomie, un seul agent très autonome et plusieurs agents très modulaires. Aya répond à la question de façon assez pertinente en disant: «Il y a de toutes les façons, a priori, un besoin de réutiliser parfois certains agents». À ce moment-là, c'est vrai qu'on se dit que plus l'agent est petit, spécialisé et ciblé, a priori, meilleurs seraient les résultats qu'il pourrait offrir, mais surtout, plus je me donne de chances de pouvoir le réutiliser dans une autre opération, dans un autre workflow. Je Super, merci Daoud. Avec plaisir. Je poursuis, Vincent Allard qui nous demande: «À quel point l'agent est-il autonome? En amont, faut-il lui décrire initialement toutes les étapes de notre processus dans un ordre donné?» Ça dépend, hein. Si c'est un processus qui doit se faire dans un certain ordre, si l'ordre est très précis et si, il y a un ordre d'étapes à faire toujours, c'est possible que ce soit pas forcément de l'IA, qu'il faille faire. Là, c'est juste peut-être avec du code. Mais si jamais vous pensez que c'est de l'IA, c'est qu'a priori, entre ce que vous demandez et la façon dont il faut organiser ensuite les actions à prendre, il n'y a pas de lien formel forcément évident. Donc, je serais plutôt tenté de dire que si jamais on utilise de l'agentique, c'est qu'a priori, on est dans un cas de figure où on n'est pas en mesure de bien toujours décrire toutes les étapes, ou en tout cas pas de façon complète. Donc, tout va dépendre. Je peux donner un exemple assez simple. Un agent qui doit s'occuper de ma boîte mail, il doit d'abord taguer le mail, donc dire par quel autre agent il doit être répondu, puis ensuite c'est envoyé à l'agent, puis ensuite l'agent, selon que ce soit SAV, il a tel protocole de réponse, selon que ce soit une question générale, il a tel autre. Vous voyez que dans ce cas de figure-là, il y a des parties de mon process qui sont décrites de façon extrêmement formelle, hein. Il y a d'autres parties de mon process où je vais plutôt laisser l'autonomie de l'agent faire sa magie. Toujours une question de Vincent. Merci pour les questions. Qui sont les profils ou compétences dans les entreprises auxquelles est destinée cette plateforme afin de mettre en œuvre les agents et leur orchestration? Je pense que la démo d'Aya permet de mettre en lumière que déjà l'utilisation n'est pas réservée aux tech. Parce que le but, c'est que sur WatsonX, je vais construire des outils, je vais construire des petites applications, si vous préférez, qui ne sont pas forcément destinées à être utilisées par des techs, hein. Je pense que vous l'avez vu sur la démo. C'est une interface assez accueillante, assez user-friendly, comme on dit. Et maintenant, sur la partie construction d'applications, construction d'agents, construction de workflow, là, oui, ça peut nécessiter des compétences qui justifieraient de se faire accompagner par une tech compagnie comme CBTW et notre partenaire WatsonX pour la mise en place de ces applications-là. Mais par contre, l'emploi de l'agent, là, pour le coup, il est fait à un public qui n'est pas du tout technique a priori. Je poursuis. Alors, très très bonne question de Florence. Peut-il y avoir un agent agentique qui commande aux autres certaines actions?
Alors, on a dit qu'un agent, on lui donne une tâche et puis lui, il a à sa connaissance. Donc, quand je dis à sa connaissance et quand je parle de tâche, c'est la même chose, hein. Tout ça, c'est mis dans le prompt. En fait, le prompt, donc l'input que reçoit un agent, c'est qu'est-ce qu'il doit faire et les outils à disposition ainsi que leur documentation pour ensuite se débrouiller pour nous dire que faire dans quel ordre. Florence nous demande est-ce qu'un agent peut utiliser un autre agent? Oui, si l'autre agent en question est documenté et si je peux exprimer plus ou moins sous la forme d'une API ou de commande la façon dont il faut s'en servir, parfaitement. Un agent peut utiliser un agent. À ce titre, un agent peut faire office de tool pour un autre agent. Voilà pour les questions. Germain, est-ce que tu vois d'autres questions qui m'auraient échappé? Je vais peut-être prendre la question de Christelle et celle de Frédéric qui sont à peu près similaires. Donc, Christelle qui dit faut-il prévoir des tokens? Quel est le coût de ces solutions? La limitation de volume de données avec les tokens à prévoir. Donc pour répondre, quand on achète la solution Watsonix Orchestrate, on l'achète avec différents packs. Le premier étant à partir de 4000 MAU. Donc MAU, c'est un Monthly Active User qui peut se traduire avec un user qui fait jusqu'à 50 questions-réponses. On n'est pas limité en termes de tokens, on n'est pas limité en termes d'agents qu'on va créer, on peut en créer autant qu'on veut. Et donc, ça va être limité vraiment à ce monthly active user aux utilisateurs qui vont utiliser cette solution. Et pour répondre au coût, pareil que la question de Frédéric, donc le premier de 4000 active users, on commence par 500 € par mois pour une offre en SaaS, ce qui est vraiment pas très très cher comparé à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché en termes d'utilisation ou création d'agents de manière générale, qui peuvent se limiter des fois à 30 € par mois par utilisateur. Comment concrètement les agents utilisent des API et SDK? Donc pour les API, en fait, les API vont nous aider à faire appel à ces outils externes. Par exemple, pour récupérer une information d'un CRM SAP, Salesforce ou autre, on va devoir faire des calls API pour récupérer ces informations. Daoud a très bien expliqué comment une API fonctionne. En fait, c'est des signaux que vont s'interchanger Watsonix Orchestrate et Salesforce pour l'exemple, pour qu'on puisse récupérer ces informations. La SDK, en fait, la SDK, c'est une SDK Python qu'on a intégrée à Watsonix Orchestrate pour aller plus loin dans notre création d'agents. Donc ici, moi, j'ai présenté une plateforme très user-friendly, très no-code, où on n'a vraiment pas besoin de créer des fonctions Python ou coder quoi que ce soit pour créer nos agents. Mais pour des développeurs ou pour des cas, donc Daoud l'a expliqué dans la phase où il a montré toutes les interfaces qu'on pourrait faire face aujourd'hui dans le marché, on va peut-être besoin de personnaliser un maximum notre création d'outils, personnaliser la manière où les architectures existantes aujourd'hui sur le marché entre du LangGraph, du LangChain ou autre. Donc là, on va avoir cet SDK Python qui va se connecter à Orchestrate pour récupérer ces agents externes sur Orchestrate et les utiliser de la même manière qu'on va utiliser des agents qui ont été créés sur la plateforme. Je me permets une petite précision, Bien sûr. Aya. Je pense que la question de RIM, c'est comment concrètement on passe d'un système qui peut produire que du texte à un système qui fait des actions. Et le passage entre un système qui, à partir de texte, fait du texte et une action, c'est que simplement, c'est récupéré par un contexte d'exécution qui lit ce que va écrire le LLM, le modèle, le chatbot, qui est instruit pour répondre dans un contexte agentique de façon assez précise, avec une syntaxe bien précise, qui est comprise par ensuite du code, tout ce qu'il y a de plus normal, comme étant des commandes pour exécuter des résultats. C'est de façon extrêmement schématique, comme si vous demandiez à ChatGPT d'écrire du code et qu'avec un système automatisé, donc avec du code, vous récupériez et exécutiez ce code de façon automatique. C'est pas comme ça que les agents marchent, sinon ce ne serait pas des agents, ça serait Skynet et ce serait inquiétant. Mais l'essence est là. Donc le LLM n'exécute rien. Un LLM, un large language model, ça n'a pas de bras, ça n'a pas de jambes, ça ne peut rien faire, ça peut que écrire. Par contre, ça peut écrire selon un formatage qui est compris ensuite par des outils d'agentique comme devant être interprétés comme l'exécution d'un certain nombre d'actions les unes à la suite des autres. Donc on a bien une interface à un moment langage-machine qui est assurée par une petite technologie qui transforme ce qu'écrit l'agent en commande à exécuter. Mais là, il n'y a plus, pour ainsi dire, d'IA. L'IA, elle transforme du texte en texte, donc votre commande en langage naturel en texte de suite d'actions,
qui est ensuite récupéré et exécuté par du bon vieux code comme on en fait. Voilà. Rim, j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas si jamais j'ai pas été assez clair. Super, si vous n'avez plus de questions, c'est que j'imagine que Daoud et Aya ont été très clairs. En tout cas, on vous remercie pour votre présence aujourd'hui. On est ravis de vous avoir présenté ce webinaire et on vous souhaite à tous une très belle journée. Merci tout le monde. Excellente journée. Merci à Merci de tous. votre Merci. présence.